Voilà. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Emmanuelle Bachand, puis je suis stagiaire à l'Hôpital Général Juif à Montréal. Puis, je suis aussi finissante au baccalauréat en sexologie à l'UQAM. Donc, aujourd'hui, j'ai créé un webinaire sur la sexualité et le cancer pour les proches aidants aidantes. Euh, Premièrement, je tiens à dire que c'est possible que j'aille certains angles morts sur le sujet. La sexualité, juste en général, c'est un sujet qui est quand même assez tabou, qui n'a pas beaucoup d'informations en lien avec le cancer. Puis encore moins quand on s'adresse aux proches aidants. C'est un sujet qui est vraiment pas beaucoup abordé, donc c'est difficile de trouver des informations. Si jamais à la fin, vous voulez partager sur votre vécu, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Ça nous permettrait d'en apprendre un peu plus. Puis aussi, c'est vraiment un cas par cas. Chaque personne a un vécu différent quand il s'agit de cancer et de sexualité encore plus. Donc, ce serait vraiment pertinent qu'on partage sur le sujet à la fin. Parfait. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé en fait? J'ai commencé par expliquer un peu c'est quoi la sexualité. Il y a certains mythes en fait sur le sujet, donc on va revoir un peu qu'est-ce que je veux dire par sexualité. Ensuite, on va aborder les conséquences sur la sexualité du proche, donc la personne qui a le cancer. Ensuite, je vais parler un peu des conséquences sur les partenaires, les personnes qui sont en couple avec une personne qui a le cancer. On va voir aussi les conséquences sur le couple, que ce soit plus au niveau psychologique ou sexualité. Ensuite, on va parler un peu de image corporelle. On va voir des pistes de solutions aussi pour réapprendre sa sexualité. C'est sûr qu'encore une fois, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution qui va régler les conséquences sur la sexualité, mais c'est vraiment une question de réapprendre la sexualité puis d'ouvrir un peu plus ses pratiques puis d'aller explorer des choses qui pourraient être plus satisfaisantes pour répondre à ses besoins. Finalement, je vais faire une conclusion sur le fait de prendre soin de qui quand on est proche aidant. Et finalement, on va avoir un temps pour faire des échanges et des partages. Donc, premièrement, c'est quoi la sexualité? Je trouve que c'est vraiment important de l'aborder, cette question-là, puisqu'on a souvent tendance à croire que la sexualité, ça l'égale à relation sexuelle, que si on n'a plus de relations sexuelles, on n'a tout simplement plus de sexualité, mais c'est vraiment pas le cas. La sexualité, c'est un sujet qui peut faire peur, mais que c'est extrêmement très large. Ça peut être, par exemple, quand on parle d'identité, donc se sentir masculin ou se sentir féminine, d'avoir des conversations profondes avec nos proches, de partager des fantasmes, des désirs, par exemple. Ça peut être de partager une intimité, de prendre des bains, se donner des massages, le fait de se sentir bien avec son corps, de se sentir attirant ou attirante. Même la séduction, ça fait partie de la sexualité. Ça peut aussi être une question de fantasme, de rêve, de pensée sexuelle. Donc, des fois, même si on n'arrive plus à avoir des relations sexuelles ou c'est quelque chose qui est plus difficile ou moins satisfaisant, ben, il y a encore énormément de façons de répondre à ses besoins sexuels puis d'avoir une vie sexuelle qui est satisfaisante et épanouie. Donc, ensuite, pour ce qui est des conséquences du cancer et des traitements sur la sexualité du proche, c'est un sujet qu'on n'aborde vraiment pas beaucoup, même dans le milieu de la santé, mais pourtant, la sexualité, c'est extrêmement important pour la santé globale. En fait, souvent à l'hôpital, c'est un sujet qui va même pas être abordé parce qu'on n'a pas nécessairement les formations qui sont données aux employés. Puis c'est aussi un sujet, comme j'ai dit, qui est tabou, donc qui est difficile à aborder. Puis aussi, même les patients vont souvent avoir des questions, mais vont s'empêcher de les poser juste parce que c'est un sujet qui est difficile à aborder, encore une fois. Par contre, la majorité des patients en oncologie vont vivre des changements sur leur sexualité, que ce soit à cause des chirurgies, de la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la fatigue causée par le cancer et les traitements, ou le fait il y a eu des changements corporels qui font en sorte que l'image corporelle est plus négative, ou il y a aussi le fait de vivre de l'anxiété ou de la dépression qui peut avoir un énorme impact sur sa vie sexuelle également. Donc, les conséquences en soi, il va en avoir au niveau de la fonction sexuelle, comme par exemple la difficulté érectile, la difficulté à avoir une excitation sexuelle, du plaisir, à atteindre l'orgasme. Il y a aussi plusieurs personnes qui vont vivre de la douleur. Il y a aussi l'atrophie vaginale, donc le vagin qui va être plus rapetissé à cause des traitements, ça va causer la douleur durant la pénétration ou aussi la sécheresse. C'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui vont vivre de l'incontinence ou le fait de porter une stomie qui va faire en sorte que les relations sexuelles sont plus gênantes ou inconfortables, pardon. Puis finalement, il y a aussi au niveau de l'identité sexuelle qui va avoir plusieurs conséquences possibles. On entend souvent l'impression de ne pas pouvoir satisfaire son ou sa partenaire à cause des changements.
Il y a le fait d'avoir moins de désirs sexuels. Il y a des personnes aussi qui vont plus se sentir féminines ou des personnes qui vont se sentir moins masculines à cause des traitements. Le fait de ne pas se sentir attirant, attirante aussi, c'est souvent quelque chose qu'on entend fréquemment. Ensuite, il y a aussi des conséquences possibles pour les partenaires proches aidants. Ça, on en parle encore moins, en fait, mais il va y avoir des conséquences sur la sexualité même de la personne proche aidante, mais aussi sur sa façon de vivre en couple, puis sa façon d'avoir sa santé mentale. Il y a un sentiment d'impuissance qui est fréquent. Il y a de l'anxiété, la tristesse, de l'incompréhension aussi qui peut apporter une grande détresse. Il y a peut-être aussi de la frustration ou la culpabilité, justement, de se sentir frustré. Il y a aussi l'isolement ou la solitude. Des fois, il y a aussi la peur d'initier la sexualité. Il y a souvent le mythe qu'une personne qui est malade ou qui est vue comme plus vulnérable, on ne voudrait pas la déranger en initiant la sexualité, même si pour nous, c'est un désir qui est important. Ça vient aussi avec un désir sexuel qui est non répondu. Puis, c'est aussi possible d'avoir une baisse de notre propre désir, de notre attirance aussi envers l'autre personne. C'est des choses qui arrivent, puis qui peuvent causer une grande détresse, encore une fois. Je suis certaine qu'il y a aussi d'autres difficultés, puis je suis aussi curieuse d'en apprendre plus sur vous. Si vous avez par la suite l'envie de partager sur des difficultés qui vous sont plus propres à vous, ça serait super pertinent encore une fois. Ensuite, il va aussi avoir des conséquences plus en lien avec le couple. Face aux défis d'adversité comme le cancer, il y a certains couples en fait qui vont beaucoup se rapprocher. Le fait d'apprendre à se connaître dans des moments difficiles, on peut faire plus confiance à l'autre, on peut la relation des fois de soignant puis de prendre soin de l'autre, ça fait en sorte que on se sent vraiment plus proche, puis on peut mieux connecter. Tandis qu'il y a d'autres couples qui vont plus s'éloigner au lieu. Donc, il va y avoir une diminution ou une absence de sexualité ou d'intimité qui est possible. Il y a des personnes qui vont avoir une sexualité qui est moins satisfaisante. Il y en a qui vont vivre des conflits, de l'éloignement, de la tension, de l'isolement. Il y a aussi, c'est possible que la relation amoureuse soit impactée par la relation de malade-soignant. Donc, c'est sûr que si on commence à toujours avoir les mêmes sujets à la maison, qu'on parle toujours de cancer, qu'on parle de l'effet qu'il faut prendre soin de soi et tout ça, on peut oublier le fait qu'à la base, on est un couple, puis qu'on est ensemble pour une raison, puis qu'on n'est pas ensemble juste en tant que malade et soignant. Donc, il y a plus que ça. Des fois, on peut l'oublier si c'est un sujet qui est souvent là. Quoi faire pour essayer de conserver une bonne relation de couple malgré ces adversités-là? Encore une fois, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique, c'est vraiment un cas par cas. Chaque couple a son propre vécu, puis chaque solution est différente pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui est vraiment super important dans tous les couples, c'est vraiment la communication. La communication dans un moment comme ça, est plus importante que jamais. Chaque personne vit quelque chose qu'ils ont probablement jamais vécu, puis qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances aussi sur comment vivre un événement comme ça. On peut pas savoir qu'est-ce que l'autre vit si on le demande pas non plus. Donc, c'est vraiment un moment qui est super important pour bien communiquer, justement. C'est aussi important de comprendre que les deux personnes évoluent et changent. Donc, c'est possible d'avoir besoin de reconnecter, de faire des changements dans votre façon d'être ensemble. Peut-être qu'avant, vous aviez une routine puis, pendant plusieurs années, cette routine-là fonctionnait super bien, mais que maintenant, avec cet événement de cancer-là, ben, il y a des choses qui fonctionnent plus, mais si on fait pas de bilan sur notre couple, ben, peut-être qu'on se rendra pas compte que il y a certaines choses qu'on pourrait changer, puis on pourrait bien être ensemble encore. Pour se rendre compte de ça, ben, faut vivre ses émotions. Des fois, ça peut être vraiment difficile de reconnaître des émotions par rapport à notre vécu. Donc, de prendre un temps pour soi, puis des fois juste de les écrire, de vraiment prendre un temps de réflexion pour s'en rendre compte, puis finalement les communiquer, puis se donner du temps, ça peut vraiment faire une grande différence. Trouver du temps aussi pour les activités de qualité à deux, hors de la relation malade-soignant. Donc, de vraiment planifier un moment dans le mois où est-ce qu'on est vraiment juste les deux pour être ensemble, puis de pas nécessairement aborder le sujet de la maladie, puis de vraiment aborder juste des sujets qui nous font plaisir, qu'on abordait avant, par exemple, des intérêts communs ou quoi que ce soit. Puis de protéger ce temps-là comme s'il était vraiment super précieux, c'est super important.
Et aussi utiliser le soutien des amis et de la famille, puis de prendre du temps pour soi seul. Donc, de continuer à protéger nos relations avec nos autres proches, c'est super essentiel pour garder un sens de soi, puis de garder des bonnes relations autour de nous. De consulter ou discuter avec des personnes ayant vécu un vécu similaire, c'est super important. Il n'est jamais trop tard pour aller consulter en psychologie, en sexologie, quoi que ce soit, si vous voyez que votre couple a plus de difficultés, mais que tant que vous tenez encore à vous, mais que vous avez encore l'espoir qu'on peut reconnecter, mais il y a plusieurs solutions que des fois, c'est super simple à changer, mais qu'on n'y avait simplement pas pensé des fois. Ensuite, un sujet que je voulais vraiment toucher, c'est l'image corporelle. L'image corporelle, on l'entend énormément chez les personnes qui ont vécu un événement de cancer. C'est des changements qui sont extrêmement drastiques, qui sont super rapides, qui sont intenses. Puis c'est très rare dans une vie qu'on peut traverser autant de changements corporels aussi rapidement. Donc, ça peut des fois qu'il y a des personnes qui vivent un sentiment de trahison ou de détachement envers son corps, puis qu'il y a une moins bonne image corporelle, que ça va aussi toucher l'estime de soi, la façon qu'on est en couple aussi, la façon qu'on a nos relations, puis qu'on s'exprime. Puis parfois, c'est difficile de partager le fait qu'on a de la difficulté avec notre image corporelle. On peut sembler plus faible ou vulnérable, puis ça peut être un sujet qui est vraiment difficile à aborder. Ça se peut que votre partenaire, par exemple, vous remarquez qu'ils ont un discours un petit peu plus négatif sur eux-mêmes, pas nécessairement sur leur apparence, mais aussi sur leur personnalité, par exemple. Que vous voyez que votre partenaire est plus isolé, sont plus fragiles, il y a des conflits plus facilement. On pourrait se questionner un peu sur leur vécu en lien avec l'image corporelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est super fréquent chez les patients. Puis si on se rend compte que c'est un problème, en fait, puis que la personne a une détresse par rapport à ça, mais il y a quand même des solutions. En tant que proche aidant, ben, on peut faire attention à son propre discours, sur sa propre image corporelle. Quand on parle d'image corporelle, en fait, qu'est-ce que les autres disent autour de nous, ça nous impacte énormément. Quand on met beaucoup d'attention sur le physique, ça nous impacte beaucoup aussi. On a tendance à imiter les autres. Donc, de faire attention à comment qu'on parle de notre propre physique, comment qu'on parle du physique des autres aussi, mais ça peut avoir une influence. Puis si on commence à parler de façon plus positive sur notre propre personne, puis de voir que notre valeur est plus dans notre personnalité au lieu de notre corps, mais ça peut avoir un impact. Aussi de complimenter la personne avec qui qu'on est au-delà de son apparence, puis la faire sentir importante, la valider, puis lui mentionner que peu importe si son corps il change, mais elle garde la même valeur parce que c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur qui compte. Puis aussi des fois de mentionner ce que vous aimez, de juste complimenter la personne, puis de vraiment prendre un moment à deux pour dire à cette personne-là que qu'est-ce que vous aimez de son corps, qu'est-ce que vous aimez de sa personnalité, euh, qu'est-ce qui vous attire chez elle, mais ça peut vraiment aider. Puis ensuite, pour la personne qui vit une difficulté en lien avec son image corporelle, c'est possible d'aller participer à des groupes de soutien ou de faire des lectures sur des personnes qui ont vécu des événements similaires, encore une fois, pour se sentir reconnu, puis voir qu'on n'est pas seul, puis qu'il existe des solutions. Puis, qu'est-ce qui est le plus important, c'est se donner du temps. Parce que, comme j'ai dit, c'est des changements qui sont extrêmement drastiques et rapides. Donc, c'est sûr que sur le coup, ça peut prendre, ça peut choquer, mais ça prend du temps avant que ça revienne, puis de retrouver une bonne image corporelle et de faire attention à son discours interne. Donc, c'est vraiment les paroles qu'on se dit sur nous-mêmes. C'est vraiment une question de perception, en fait. Donc, quand on parle de façon négative de son corps ou de sa personne, mais nos commentaires négatifs vont avoir une influence sur comment on se sent encore plus. Si on commence à parler de façon plus positive, même si on n'y croit pas, même si on n'aime pas à quoi qu'on ressemble, puis que notre image corporelle prend vraiment beaucoup de place, ben, même si on se force à dire des choses positives, ben, des fois, ça peut avoir un impact réel sur notre façon de se percevoir puis de se considérer. Puis des fois, un truc que je donne par rapport pour être plus empathique avec soi-même, c'est des fois juste de sortir une photo de nous quand on était enfant, par exemple, de prendre une photo de nous à 7 ans, puis de dire qu'est-ce qu'on dit normalement sur notre corps, puis de s'adresser à cet enfant-là. Puis ça nous fait vraiment réaliser à quel point on peut être dur sur nous-mêmes, puis en se voyant comme un être plus vulnérable, innocent, mais ça nous fait relativiser sur l'importance de nos paroles. Puis jamais on dirait des paroles comme ça à un enfant, mais cette personne-là, c'est la même personne en fait, mais juste quelques années plus tard. Donc, ça peut nous permettre d'avoir un point de vue extérieur, puis d'être plus gentil avec soi-même.
Donc maintenant, je vais plus me diriger vers la partie sexualité avec les pistes de solutions. Donc des choses à explorer pour pouvoir retrouver une sexualité qui est satisfaisante. C'est surtout adressé aux couples parce que la sexualité, c'est souvent quelque chose qui se fait en couple, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi de retrouver une sexualité avec soi-même, quand que, par exemple, notre partenaire n'a plus vraiment de désir sexuel, mais on peut avoir une sexualité avec soi-même. Puis, les conseils que je vais donner, ça peut vraiment s'appliquer de façon individuelle ou à deux, par exemple. Premièrement, je pense que c'est important de déconstruire quelques mythes en lien avec la sexualité. Comme j'ai dit tantôt, quand on parle de sexualité, on a tendance à croire que ça l'égale relation sexuelle. Puis encore plus, on a l'impression que quand on parle de relations sexuelles, on parle absolument de pénétration vaginale, mais c'est vraiment pas le cas. Donc c'est possible que des fois, la pénétration vaginale soit plus possible dans le couple, puis qu'on se dit que ah, mais si on peut pas avoir de pénétration vaginale, ça veut dire qu'on peut pas avoir de relations sexuelles. On peut pas avoir de relations sexuelles, on n'a plus de sexualité, mais c'est pas vrai en fait. Il y a plein de choses qu'on peut explorer, puis il faut vraiment pas se bloquer au fait que si la pénétration n'est plus possible, ben qu'il faut s'arrêter là, c'est pas vrai. Il y a aussi un mythe qui est populaire, c'est de croire que le désir sexuel, c'est la même chose que l'excitation sexuelle. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on va parler de cancer et de sexualité, on va avoir tendance à dire que le cancer diminue beaucoup la libido. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la libido, quand on parle de libido, on parle de désir sexuel et d'excitation sexuelle comme si c'était la même chose. Par contre, ça ne l'est pas. Donc, le désir sexuel, c'est vraiment le désir subjectif de vouloir s'engager dans une relation sexuelle, tandis que l'excitation sexuelle, ça va être plus les manifestations physiques. Donc, par exemple, l'érection, la lubrification, un sentiment de picotement ou de chaleur dans le corps. Puis, le cancer va avoir plus un impact sur l'excitation sexuelle que sur le désir. Ça se peut qu'on ait encore envie d'avoir des relations sexuelles, mais que vu que notre corps répond plus, mais on se dit, ah, ben, ça veut dire que j'ai pas de désir, donc ça veut dire que j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle. Mais en fait, tant que le désir est là, on peut quand même s'engager dans une relation sexuelle. Puis, on peut quand même avoir du plaisir. Puis, peut-être que même l'excitation va venir plus tard. Donc, faut pas se bloquer au fait que si l'excitation est pas là, le désir, s'efface. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Un mythe qui est populaire aussi dans notre société, c'est le fait qu'on associe la maladie et le vieillissement à la sexualité. Souvent, on va penser qu'une personne plus âgée ou une personne qui est malade est plus vulnérable, donc n'a pas de désir sexuel, n'a pas de sexualité, mais c'est complètement faux. Même que des fois, les personnes plus âgées vont avoir plus de sexualité que les jeunes ou une personne malade va encore avoir plus de désir sexuel. Ça dépend vraiment, puis il n'y a pas de vérité dans ce mythe-là, en fait. Puis, un autre mythe aussi, c'est le fait qu'on met énormément de pression sur l'érection. On va penser que la base de toute relation sexuelle est basée sur l'érection. C'est un peu lié au fait qu'on pense que la pénétration vaginale est la base de toute relation sexuelle. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir une érection pour avoir une pénétration vaginale. On n'a pas besoin d'avoir d'érection pour avoir du plaisir sexuel qui est physique. On n'a pas besoin d'avoir d'érection pour avoir une éjaculation, un orgasme. Donc, on met vraiment, vraiment beaucoup d'attention à l'érection, mais souvent, ça devient juste un bloqueur, puis ça nous crée beaucoup d'angoisse, mais il y a vraiment plusieurs autres solutions, puis c'est pas réellement un bloqueur, faut juste pas que ça nous impacte niveau psychologique, en fait. Il y a aussi la romantisation de la spontanéité et de la non-communication. Ça me fait un peu penser dans les films, par exemple. Souvent, la sexualité, ça va être quelque chose de très spontané, puis chacun des partenaires sait qu'est-ce qu'il y a à faire. On n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'on aime, ça fait juste se produire. Mais en fait, la vraie et la bonne sexualité, c'est une sexualité où est-ce qu'il y a de la communication. Ça peut être quelque chose qui est prévu aussi, ça peut être prévu d'avance, des semaines d'avance, par exemple, de prévoir un moment où ça va être consacré juste à la sexualité. Donc ça, c'est un mythe à découvrir. Et j'ai aussi rajouté une recherche, en fait, que je trouvais vraiment intéressante, ils ont trouvé les deux facteurs communs qu'on retrouve chez les couples ayant conservé une sexualité satisfaisante malgré le cancer et ses traitements. Puis ces deux facteurs-là, c'est premièrement la communication et deuxièmement la non-association de la sexualité à la pénétration. Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant. Et finalement, le dernier mythe, c'est que, il y a plusieurs personnes qui vont décider d'abandonner les relations sexuelles face à des difficultés causées par les traitements du cancer, comme la dysfonction érectile, la sécheresse vaginale, la douleur lors de la pénétration. Ce qui est vraiment comprenable. Mais en fait,
Le mythe en soi, c'est qu'on va croire que sexuelle la plus importante, c'est les organes génitaux. On va penser que si nos parties génitales ne fonctionnent plus comme avant, si on n'arrive pas à avoir nos fonctions sexuelles, ça veut dire que la sexualité ne fonctionne plus, que notre corps peut plus répondre. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, les deux organes les plus essentiels dans le domaine de la sexualité sont toujours intacts après les traitements de cancer. On parle du cerveau et des yeux. Donc, toute l'excitation sexuelle, en fait, de où est-ce que ça provient du cerveau et non des organes génitaux. Donc, même si on a de la difficulté à avoir une érection, on a de la difficulté à avoir de l'excitation physique, mais on faut pas s'arrêter là parce que souvent, le plaisir sexuel provient vraiment de qu'est-ce qu'on regarde, par quoi on est excité, par nos pensées, par nos fantasmes, par ce qui nous excite. Donc, tant que notre cerveau puis nos yeux est encore intact, ben, on a encore la grande majorité de notre fonction sexuelle qui fonctionne. Donc, c'est un peu pour nous permettre d'avoir une vision qui est plus optimiste, en fait, malgré le fait qu'il y a énormément de conséquences sur le corps en lien avec les traitements. Maintenant, j'arrête pas de parler de communication, mais maintenant, comment qu'on fait pour communiquer et qu'est-ce qu'on doit communiquer? Ça peut être vraiment difficile d'aborder le sujet de la sexualité. Comme je dis, c'est extrêmement tabou, même en couple. Des fois, c'est un sujet qui est même pas communiqué du tout, puis qu'on fait juste le faire sans en parler. Par contre, quand il vient de sexualité, puis d'événements d'adversité comme ça, ben, c'est pas important de communiquer nos émotions. Qu'est-ce qu'on n'aime pas. De communiquer nos questions, puis nos préoccupations en lien avec la sexualité, avec notre couple. Aussi de parler de nos besoins sexuels, nos besoins intimes. Mais maintenant, comment qu'on fait pour parler de tout ça? Comment qu'on fait pour aborder le sujet aussi? Des fois, ça peut être simplement de poser des questions à l'autre personne, au lieu de parler de qu'est-ce que nous, on pense, que nous, on a besoin, mais de commencer par une question, de les écouter. Puis ensuite, normalement, cette personne-là devrait nous reposer la question, puis là, on aurait un espace où pouvoir exprimer nos besoins à nous. Ça peut être aussi de mettre le blâme sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre, comme par exemple le fait que vous avez participé à ce webinaire-là aujourd'hui. Après ça, vous vous retrouvez avec votre partenaire, puis vous dites, oh, on a parlé de ça, puis peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Ou j'ai vu un pamphlet à l'hôpital, puis ça parlait de cette difficulté sexuelle-là, puis moi aussi, en fait, je vis ça en ce moment. Ou ça peut être d'écouter un film ensemble sur quelque chose que vous vivez, par exemple. Puis aussi, j'ai marqué communication au lit versus hors du lit parce que notre cerveau fait énormément d'associations. Des fois, on va avoir tendance à parler de sexualité juste avant une relation sexuelle ou pendant la relation sexuelle. Mais si c'est une conversation qui est difficile à avoir puis qui est reliée à plusieurs émotions négatives, des fois, c'est bien de prendre cette conversation-là puis de la mettre à l'extérieur du lit. Donc, de planifier un moment dans la journée, sur la table à manger, par exemple, pour parler de sa sexualité, ça peut faire en sorte qu'on ne se met pas de pression à avoir une relation sexuelle juste après. On n'associe pas la chambre à coucher à des conversations difficiles. Puis, on va pas non plus associer, si ça termine en conflit, mais on va pas associer ça, à notre sexualité non plus. Donc, c'est vraiment un truc simple qui peut faire vraiment une grande différence, en fait. Puis, d'écouter sans jugement aussi sur les difficultés de l'autre, puis sur leurs préoccupations. Je pense que c'est vraiment important de faire attention à la critique, au mépris, puis de vraiment écouter pour avoir une place pour se partager nos besoins à nous. On peut aussi réfléchir d'avance sur nos émotions. Comme j'ai dit, de passer un temps avec soi pour essayer de écrire qu'est-ce qu'on vit, écrire nos préoccupations, de les dire à voix haute aussi pour nous permettre de trouver des mots qui nous permettent d'être à l'aise. Puis, des fois aussi dans la communication, ça peut être intéressant de demander à l'autre personne quand on a besoin de communiquer, est-ce qu'on a besoin d'écoute en ce moment ou on a besoin de solution? Si on vit un problème, puis des fois quand on a tendance à partager nos problèmes, mais les gens autour de nous vont vouloir nous donner des solutions. Mais des fois, on n'a pas nécessairement besoin de solution, puis on a juste besoin de soutien, puis d'écoute. Mais ça, c'est quelque chose qui se mentionne. Puis ça peut permettre d'éviter beaucoup de conflits. Ensuite, pour réapprendre sa sexualité, quelque chose qui est important, ben, c'est de réapprendre le toucher. Comme notre corps vit énormément de changements, ben, il faut essayer une nouvelle façon de connecter avec son corps parce que c'est plus le même corps qu'avant, en fait. Ça peut être par la masturbation, par exemple, que ce soit de façon individuelle ou mutuelle, de découvrir ce qui procure du plaisir, ce qui crée de la douleur ou de l'inconfort.
Ça peut nous permettre de réapproprier son corps, sa sexualité après les changements corporels. Ça permet aussi d'améliorer l'image corporelle. Donc la masturbation, c'est vraiment super important. Ensuite, pour reconnecter aussi, il y a le Sensate Focus qu'on aborde énormément en sexologie. Euh, Si vous marquez, par exemple, en ligne Sensate Focus, vous allez avoir plein d'exemples, puis plein d'informations. Mais je vais vous donner un exemple pour aider à comprendre. En fait, ça consiste à séparer la sexualité en plusieurs petites étapes, puis d'y ajouter des contraintes. Ça peut être, par exemple, qu'on divise la sexualité en 5 étapes, donc 5 rencontres différentes, que à la première rencontre, on se donne 40 minutes, par exemple, à deux, 20 minutes sur une personne, 20 minutes sur l'autre, puis qu'on décide qu'on n'enlèvera pas nos vêtements. On fait que se toucher, explorer des choses, mais qu'on n'a pas le droit d'enlever nos vêtements pendant 40 minutes. Puis ensuite, on se dit à la deuxième rencontre, qui va être 2 jours plus tard, on refait la même chose, mais là, seulement en sous-vêtements. Puis ensuite, à la troisième rencontre, on peut enlever les sous-vêtements, mais on peut toucher aux parties génitales, mais seulement avec la bouche ou les mains, par exemple. Puis à la dernière rencontre, on enlève les contraintes, on fait qu'est-ce qu'on veut. Mais ça permet de, en fait, enlever une pression, d'enlever la pression de devoir avoir une excitation sexuelle. Par exemple, des fois, quand on a de la douleur ou des difficultés érectiles, de la difficulté à avoir de la lubrification, de l'anxiété de performance, mais ça fait en sorte qu'on n'est pas dans le moment puis qu'on pense seulement à ça. Puis ça fait aussi en sorte qu'on pense à la prochaine étape puis qu'on s'empêche de vivre le moment présent. Mais avec le Sensei Focus, comme on sait qu'on n'aura pas le droit d'aller plus loin, mais on est obligé d'être dans le moment présent. Puis comme c'est un à la fois, mais ça nous permet de se concentrer sur notre propre plaisir, d'avoir toute notre concentration sur nous, puis ensuite, dans les 20 autres minutes, mais d'avoir toute notre concentration sur l'autre. Donc, ça nous permet de pratiquer la communication aussi, puis de vraiment se focusser sur qu'est-ce que nous, on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Ensuite, le prochain sujet, c'est d'être créatif, créative, afin d'améliorer la qualité plutôt que la quantité. C'est vraiment important de se focusser sur la qualité de la relation sexuelle au lieu de la quantité parce que euh, quand il est question de désir, qui est souvent une conséquence importante, c'est que le désir baisse, on peut avoir de la pression à devoir avoir plus de relations sexuelles parce qu'on se dit, ah, ça me tente jamais, on n'a jamais de relation sexuelle, il faudrait se forcer un peu. Mais en fait, si on se force à avoir des relations sexuelles, la relation sexuelle va pas être satisfaisante. Ça va faire en sorte que le désir va être encore plus faible. Tandis que si on travaille à améliorer la qualité, ben, peut-être que le désir va augmenter aussi, puis qu'on n'aura pas la pression d'avoir plusieurs relations sexuelles. Pour améliorer la qualité, en fait, ça peut être simplement de changer d'endroit, d'essayer la douche, le bain, une nouvelle pièce, d'utiliser des jeux, des contenus érotiques, des jouets sexuels, de créer un environnement propice au plaisir, à la relaxation, de conserver des morceaux de vêtements ou de tamiser la lumière si, par exemple, il y a une partie de notre corps qui nous rend inconfortable ou qu'on n'est pas prêt à montrer, mais des fois juste de la cacher, tout simplement, ça peut nous permettre de reconnecter sans se mettre la pression de devoir se montrer complètement. De prendre le temps aussi pour favoriser l'intimité par des massages, des bains, douches, la masturbation, des caresses, de partager ses fantasmes, ses désirs, juste avec des conversations profondes. Puis aussi, c'est possible d'explorer les relations ouvertes consensuelles. Euh, c'est sûr que ça peut être un sujet qui est vraiment très tabou aussi, mais par exemple, s'il y a un partenaire dans la relation qui a un grand désir sexuel, puis que l'autre n'a plus de désir, mais ça peut être une conversation qui serait intéressante à explorer, le fait de est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour nous de aller voir ailleurs, par exemple, de rajouter des partenaires dans la relation, d'explorer une façon de répondre à ses besoins sexuels, mais de façon honnête, puis de voir si les deux partenaires seraient d'accord avec ça, de façon consensuelle, respectueuse. Puis, pour certaines personnes, ça apporte énormément de bienfaits quand c'est fait correctement. C'est sûr que je parle pas ici d'aller voir ailleurs en le cachant ou s'il y a un sentiment d'inconfort ou quoi que ce soit, il faut vraiment être ouvert puis respecter l'autre personne. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a énormément de littérature en ligne sur le sujet du polyamour. Puis il y a énormément de bienfaits aussi quand c'est fait de la bonne façon. Aussi, pour améliorer la qualité, il y a la balance des inhibiteurs et des excitateurs qui peut être intéressant. Ça peut se faire à deux, par exemple, puis de mettre de un côté
écrire sur un papier, en fait, deux colonnes. Donc, un côté où on met tous les aspects positifs qu'on a remarqués qui étaient présents quand on avait une bonne relation sexuelle. Puis, de l'autre côté, tous les aspects qui sont plus négatifs, qui font en sorte qu'ils baissent notre désir ou notre plaisir. Par exemple, être stressé, de ne pas se sentir attirant, attirante, être fatigué, les conflits de couple. Puis de l'autre côté, de se sentir aimé, une ambiance romantique, avoir passé une belle journée, être dans le silence quand il n'y a personne à la maison. Puis de faire ça à deux, puis de voir euh, quels facteurs sont présents chez les deux, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, puis de mettre toutes les chances de notre côté pour notre prochaine relation. Ça nous permet aussi de communiquer sur qu'est-ce qu'on n'aime pas, encore une fois. On peut aussi tenir un journal des moments où ce que le désir est le plus ou le moins élevé, ou ça peut être aussi de tenir un moment où est-ce que l'incontinence, par exemple, est le moins ou le plus élevé, les choses qui nous rendent inconfortables, euh, ou quand on est le plus calme ou quoi que ce soit. Dès qu'on voit qu'il y a un certain moment de la journée où est-ce qu'on a plus d'angoisse, on est plus triste, ben de le noter, puis de planifier nos relations sexuelles dans les moments les plus propices. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, vu que le cerveau, c'est l'organe sexuel le plus important, c'est extrêmement important d'être dans le moment présent quand on a une relation sexuelle. Ça peut être vraiment difficile, mais pour ça, il y a des pratiques qui existent. Il y a premièrement la pratique de la pleine conscience qui a été prouvée scientifiquement d'avoir un impact, même chez les personnes où ce que leur corps était impacté par la maladie, puis que leurs organes génitaux répondaient moins, par exemple. Ça s'agit de porter son attention sur le moment présent. Donc, ça peut être de porter son attention sur les sensations physiques, les textures, la chaleur, les odeurs, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment. Puis, ça, c'est une pratique qui se fait dans la vie, qui se pratique, en fait, puis qu'on peut s'améliorer. Donc, c'est sûr qu'au début, ça peut être vraiment difficile de toujours se concentrer sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on sent. Euh, mais ça se pratique, puis on s'améliore. Ça peut être pratiqué, par exemple, quand on fait la vaisselle, de se concentrer sur l'eau chaude, la sensation du savon. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on devient meilleur. Donc, on peut le pratiquer dans plein d'activités qu'on fait dans notre vie quotidienne, puis ensuite l'apporter dans notre relation sexuelle, puis de voir que on arrive à recevoir plus de stimuli, plus de sensations. On arrive vraiment à se focusser sur le plaisir sexuel au lieu de penser à nos angoisses de la journée ou le fait que peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir une réponse physique sexuelle. Puis, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je vous recommande beaucoup le livre Better Sex Through Mindfulness, qui aborde justement un groupe de femmes qui ont vécu avec des maladies, puis qui avaient de la difficulté avec leur désir sexuel, puis que finalement, avec la pleine conscience, ils ont réussi à avoir une amélioration. Ensuite, j'ai trouvé en fait, des conseils en lien avec les défis qui sont liés à la fonction sexuelle. Par exemple, en lien avec l'érection, comme j'ai dit tantôt, le plus grand ennemi de l'érection, c'est vraiment l'anxiété. Il faut absolument être dans le moment présent, puis il ne faut pas être anxieux si on veut réussir à avoir une érection. Ça peut être en pratiquant la pleine conscience ou le sensate focus, par exemple. Puis si on est avec quelqu'un qui a la difficulté à avoir une érection, ben de réduire la pression à obtenir une érection. Si par exemple, l'érection n'arrive pas, il ne faut pas montrer qu'on est déçu par rapport à ça ou de montrer que ça nous affecte parce que ça va juste empirer la situation parce que la personne va se sentir mal, va avoir plus d'anxiété de performance, puis là, il y a encore moins de chances que l'érection arrive. Aussi, après une chirurgie, ça se peut qu'il y ait des cicatrices sur le pénis, mais de pratiquer la masturbation fréquente, ça peut aider dans la réparation des tissus, puis ainsi augmenter les sensations. Il existe aussi des anneaux peniens, qui est un petit anneau en caoutchouc. C'est l'image que j'ai mise sur la diapositive. Ça permet si par exemple on arrive à avoir une érection mais qui n'est pas très ferme à cause des traitements, mais on peut placer l'anneau sur le pénis, puis ça fait en sorte que le sang va plus rester dans le pénis. Donc le pénis va être plus gros, il va avoir une plus grande érection, puis aussi les sensations sont plus augmentées. C'est aussi possible d'aborder le sujet avec son médecin, savoir si le Viagra, ça pourrait être une bonne idée, si on pourrait peut-être essayer l'injection pénienne, les pompes. Donc, il existe des solutions plus médicales, mais c'est vraiment à voir avec son médecin qu'est-ce qui fonctionnerait le plus pour vous. Ensuite, j'ai écrit que normalement, ça s'améliore avec le temps parce qu'il faut rester optimiste. C'est vrai que durant les traitements, ça peut être extrêmement difficile, mais quand le traitement arrête, puis qu'on se donne le temps, puis qu'on fait de l'effort, puis qu'on pratique les conseils que j'ai donnés, ben, ça se peut que ça revienne, puis les chances sont positives.
Puis aussi, ça peut entraîner des sentiments de détresse qui sont vraiment importants parce que dans notre société, on met extrêmement d'importance à l'érection, encore une fois. Donc, c'est important de briser le cercle vicieux parce que plus qu'on vit de la détresse, plus que ça va être difficile d'avoir une érection. Donc, de briser le cycle en allant chercher de l'aide, ça peut être vraiment pertinent avant que ça devienne de pire en pire. Ensuite, en lien avec la sécheresse vaginale ou la douleur, c'est vraiment super important, encore une fois, d'éloigner la sexualité de la pénétration. Si en fait on a des relations sexuelles qui sont douloureuses, on va juste associer la sexualité à la douleur, on va associer euh, on va associer un peu la sexualité à une tâche où ce qu'on se force puis que c'est vraiment douloureux, donc on va avoir vraiment beaucoup plus de difficultés à avoir du plaisir, puis ça va juste devenir de pire en pire en fait. On peut aussi utiliser des lubrifiants à base d'eau ou de silicone avant et pendant les relations sexuelles. Utiliser des hydratants vaginaux, il y en a qui vont durer pendant 3 jours, par exemple. Vous pouvez demander à votre pharmacien ou à votre infirmière à l'hôpital. C'est aussi super important de communiquer. Comme je dis, encore une fois, c'est de ne pas faire d'association avec la sexualité, avec des choses négatives. Puis, on peut utiliser des analgésiques avant les relations sexuelles, même si on ne sait pas si on a de la douleur ou non, mais ça peut être en prévention. Puis, de penser à consulter également avant que ça devienne de pire en pire. Ensuite, si l'incontinence, c'est un problème dans votre relation, puis que vous voyez que ça cause quand même une grande gêne, de peut-être focuser sur les relations sexuelles le matin au lieu du soir, parce que nos muscles sont plus tendus, donc il y a moins d'incontinence. D'identifier les moments où ce que l'incontinence est plus fréquente aussi, puis de privilégier les périodes où elle se manifeste le moins souvent. Ça peut être de diminuer la consommation d'alcool, d'utiliser des anneaux péniens, comme j'ai montré tantôt. Ça va contracter l'urètre, puis ça va faire en sorte que l'urine va moins passer. On peut aussi faire des exercices pour renforcer les muscles pelviens. Vous pouvez regarder en ligne s'il y a des exercices ou bien consulter un physiothérapeute. Puis c'est aussi possible d'aller dans la douche, le bain, d'utiliser une serviette pour nous permettre de ne pas avoir l'angoisse de salir quoi que ce soit. Si jamais il y a aussi le port de la stomie qui gêne, ben, c'est possible d'utiliser une enveloppe ou une protection qui est non transparente pour cacher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, de la vider, puis de bien l'ajuster avant les rapprochements, de fixer le sac avec un ruban adhésif. C'est aussi possible de conserver des morceaux de vêtements pour pouvoir cacher puis se sentir plus à l'aise si c'est quelque chose qui nous gêne. D'essayer différentes positions, parce qu'il y a moins de pression sur la stomie. C'est aussi possible d'éviter les aliments épicés ou les aliments contenant de l'ail ou d'ajouter même un élément dans l'environnement pour masquer les odeurs potentielles, comme une bougie, par exemple. Puis il existe aussi des sacs conçus pour les moments plus intimes que vous pouvez trouver en ligne, qui sont être plus petits puis qu'on va pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis encore une fois, c'est possible dans la douche, le bain ou d'utiliser une serviette, juste pour se rendre plus à l'aise puis mettre toutes les chances de notre côté. Finalement, en conclusion, je prends le temps de parler un peu de comment on est en tant que proche aidant. Donc, en fait, des fois, on peut se questionner sur le fait de prendre soin de qui. Donc, faut prendre soin de son proche, oui, par exemple, en ne pas mettant de pression, en les complimentant, en les écoutant. Il faut aussi prendre soin de son couple. Donc, par exemple, en réapprenant la sexualité, comme j'ai mentionné, en apprenant la communication, en favorisant l'intimité, puis en passant du temps de qualité. Mais c'est super important aussi de prendre soin de soi. Donc, de conserver du temps pour soi, d'utiliser le soutien des amis ou de la famille ou d'un ou une professionnelle en psychologie, par exemple, en sexologie, puis aussi d'avoir une sexualité avec soi-même, de passer des moments, par exemple, seul à la maison, où est-ce qu'on peut pratiquer la masturbation, avoir un moment avec son propre corps, puis de se sentir à l'aise. Ça peut être aussi d'exprimer ses besoins, qui est super important, puis qu'on peut oublier quand il y a quelqu'un, on a l'impression que les autres ont des besoins peuvent sembler plus grands que les nôtres. C'est aussi important de travailler à prendre soin de soi. C'est essentiel en fait pour prendre soin de son couple et de son proche. D'avoir un proche aidant, c'est un des facteurs les plus importants dans la guérison. Mais pour être un proche aidant qui est efficace, puis qui est sain, il faut savoir faire la division entre soi-même, le couple, puis son rôle de proche aidant, justement. Voilà, donc c'est tout pour le webinaire. Maintenant, on va pouvoir passer au moment des questions, au partage ou commentaires. J'ai aussi mis mon adresse courriel si jamais vous voulez discuter d'une situation plus en individuel.
Parfait, Emmanuel, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse par la suite mettre ça sur la chaîne YouTube, mais les questions vont être privées. Alors, j'arrête ça.